Sont ensemble, il ne reste plus sur les 129 coureurs qui avaient pris le départ de cette 4e étape du Tour Down Under, une quarantaine qui se retrouvent ici sur les pentes de cette principale difficulté, la montée vers Uraidla, où sera jugée pour la première fois une arrivée de cette épreuve qui fête, rappelons-le, sa 20e édition. Richie Porte est bien présent dans ce groupe et c'est d'ailleurs son équipe qui a décidé d'entamer ce coup de force au pied de cette ascension, d'abord avec la présence aux avant-postes de Miles Scottson, relayé ensuite par Simon Gerrans, et pour l'instant donc eh bien on attend de voir si Richie Porte va porter une attaque dans cette ascension, parce qu'il est clair, Christophe Riblon, que l'on fait pour lui un travail préparatoire, pour lui ou pour Rohan Dennis, mais là ils vont entrer en action à un moment donné forcément. Ouais, il devrait pas tarder à entrer en action. Là on voit que tous nos favoris qu'on a désignés depuis le début sont roue dans roue, hein. J'ai vu Porte, j'ai vu Pozzo Vivo, j'en ai vu d'autres, j'ai vu Ulissi aussi, donc voilà, tout le monde, et j'ai vu aussi Jay McCarthy, tout le monde est roue dans roue, et tout le monde attend un peu les premières hostilités pour essayer de faire une différence. Donc on va voir dans le final. En tout cas là on voit Simon Gerrans qui commence à grimacer, c'est qu'il doit commencer un peu à fatiguer. En tout cas on voit qu'il se ménage pas, hein. Il essaye de faire le forcing. Alors on a qui là derrière? On a Clark, il me semble, en deuxième position. On a Valgren, ouais. Le grand gabarit de Valgren en troisième position pour l'équipe Astana. Porte, McCarthy, Pozzo Vivo. On aperçoit Preidler de l'équipe FDJ qui est assez bien placé. On vous rappelle que Pierre Latour est également bien présent, tout comme Michael Cherel dans ce groupe de tête. On le voit remonter sur la gauche là, Pierre. Il est venu se replacer dans la roue des Lotto Jumbo là. Alors qu'à l'arrière de ce groupe, on voit des coureurs un peu plus en difficulté, comme Nathan Haas, qui a peut-être été victime d'un incident mécanique, le leader de la formation Katusha, mais qui reste pour l'instant au contact de ce groupe. Danny Moreno également en bas de l'écran avec le 274. On voit Gesink. On voit Pierre aussi sur la gauche. Oui, Gesink qui a un équipier à ses côtés, c'est George Bennett. Enfin, il est juste derrière lui. Et on a une température 45 degrés. Parfois quand on prend de l'altitude ça se rafraîchit, mais je peux vous dire que là c'est pas vraiment le cas pour l'instant. Pour la formation Sunweb, le jeune Michael Storer, 20 ans, qui est présent là à l'arrière de ce groupe. Storer qui est un coureur australien, hein, même si son nom pourrait laisser penser qu'il a une nationalité plutôt autrichienne ou allemande. Alors que l'on revient sur la tête, pas de changement. On voit, j'ai vu Rui Costa qui est venu se replacer, donc ancien champion du monde pour l'équipe des Émirats Arabes Unis. C'est ça. Avant notre pub, je disais qu'il était à l'arrière. Bah là, il est venu se replacer, donc il doit pas être trop mal. C'est ça. On voit une attaque de Richie Porte, je crois. Ah non. Ou non, excusez-moi. C'est juste, il vient, voilà. En fait, il a fait le grimpeur. Mais il y avait tout simplement effectivement les points du Grand Prix de la montagne. C'est assez étonnant de voir Richie Porte venir faire les points du Grand Prix de la montagne. Ça veut dire qu'il veut obtenir ce maillot. Rappelons que le Grand Prix de la montagne pour l'instant est détenu, enfin dominé par Nicolas Dlamini, le coureur sud-africain que l'on a vu échapper ces derniers jours, quasiment tous les jours, et qui n'est pas dans ce groupe, il n'est pas présent dans ce groupe, et donc Richie Porte en a profité pour aller chercher les points les plus avantageux. Alors on va peut-être vérifier pour savoir si Richie Porte marque ses premiers points, parce que c'est pas forcément une certitude au classement du Grand Prix de la montagne. Mais alors là c'est très serré, hein, avec son équipier. Il est peut-être remonté un tout petit peu trop tard. Je sais pas si Gerrans n'est pas passé malgré tout en première position. C'est possible, mais en tout cas on voit il a juste fait le petit effort nécessaire, hein. Je pense qu'il voulait pas spécialement le faire, mais bon, il a vu que personne était intéressé. Donc voilà, donc là en fait on vient de passer le sommet de la bosse. On se retrouve avec une quarantaine de coureurs. Donc maintenant on va être sur un plateau, profil montant, descendant. Voilà, on va avoir un parcours assez casse-pattes là jusqu'à l'arrivée, avant d'aborder les 2 derniers kilomètres tout en faux plat descendant. Donc on va voir, a priori pour l'instant on n'a pas encore vraiment de coureurs qui ont envie de lancer les hostilités. On va voir par la suite si parce que là si on reste dans cette configuration là, clairement là on le voit à l'image, le numéro 11 Peter Sagan, c'est le
le gros favori là. Je vois pas comme ça en arrivant à une quarantaine de coureurs qui peut aller défier Peter Sagan. Alors je vous confirme que au sommet là de cette bosse, qu'on appelle la côte de Norton, eh bien Simon Gerrans est passé en première position devant Richie Porte. 16 points donc pour Simon Gerrans. Ça ne va pas suffire d'ailleurs à Simon Gerrans pour détrôner Nicolas Dlamini qui reste leader. Richie Porte, je vous confirme également qu'il avait déjà des points. Et c'est lui d'ailleurs qui va prendre la deuxième place alors que Gerrans s'écarte maintenant. Richie Porte va devenir le deuxième au classement du Grand Prix de la Montagne avec 20 points. Dlamini reste leader même s'il ne marque pas de points dans cette ascension avec 36 points. Voilà donc en ce qui concerne le classement du Grand Prix de la Montagne. Un peloton, ou du moins ce qu'il en reste, où on voit que ça temporise, hein. Tout le monde se regarde un peu. Personne ne prend la course en main, personne n'attaque non plus. On va voir un petit peu, peut-être qu'il y a une surprise sur le parcours et ils en ont tous peur. Je sais pas ce qui va... vous l'a dit, on arrive après au sommet, c'est-à-dire sur un plateau, mais où la route n'est jamais plate finalement. Soit ça monte, soit ça descend. C'est que le final est plutôt en descente. Ça y est, une attaque de Lars Bach. Lars Bach, effectivement, qui vient de passer devant pour attaquer le coureur de l'équipe Lotto Soudal. Cette équipe qui a déjà remporté une étape avec son sprinter André Greppel. C'était le premier jour à Lindhoek. On risque d'assister à ce scénario jusqu'à l'arrivée, hein, avec des coureurs qui tentent leur chance un par un. Là, on a un coureur de IF Education, Drapac, First Drapac. Peut-être Simon Clark. Avec Izagir, en tout cas, dans la roue. Yon Izagir, avec Yon Izagir, oui. Yon Izagir. C'est vrai qu'il y a les deux frères. Vous apercevez Georg Preidler pour l'équipe FDJ qui est en tête du peloton quasiment, qui est dans les toutes premières positions. La formation Sunweb également qui est représentée aux avant-postes avec peut-être bien Storer. Mais on voit que c'est pas plat, hein. On est, voilà, je l'ai dit, on est sur un plateau, mais voilà, on n'est pas, c'est pas tout plat, hein. On a encore des belles rampes à monter. Et en fait, on a mis le maillot du sommet pour le Grand Prix de la Montagne, Gorka, mais on n'est pas au terme des difficultés. Ah, c'est Gorka, pardon. Et j'ai dit Yon Izagir. Gorka Izagir, donc avec l'Australien Brendan Canty. Et ça attaque, hein, derrière. Il n'y a pas d'écart, oui. À chaque fois, ça revient de On voit George Bennett qui a fait l'effort derrière avec Pozzo Vivo et James McCarthy qui est là. On voit le frère de Gorka, on voit Yon Izagir aussi très bien placé. Richie Porte, bien sûr. Et pour l'instant, finalement, celui qui, parmi les coureurs qui sont bien placés au classement général, parce qu'on songe aussi, on se pose la question de savoir qui va prendre désormais le maillot de leader au terme de cette étape. Eh bien, on voit quand même que Jay McCarthy est bien placé. N'oublions pas que son leader charismatique, le triple champion du monde, est toujours apparemment présent dans ce groupe, hein. Peter Sagan est bien là dans ce groupe, mais se cache un peu à l'arrière. Enfin, je sais pas s'il se cache ou s'il souffre, mais je pense qu'il souffre dans ce groupe. Non, mais là on voit des coureurs, Adam Hansen là, qui est en difficulté. Donc on a fini la bosse, on est sur ce fameux plateau, mais il y a encore vraiment des rampes sélectives, hein. On voit vraiment des coureurs très en difficulté et on continue à en perdre, hein. On n'en parle pas, mais Daryl Impey, George Bennett. Ah oui, George Bennett est présent. Daryl Impey est également présent, hein, dans ce groupe, le coureur de la formation Mitchelton Scott, et qui occupait au départ de cette étape la 3e place avec 1 seconde d'avance sur Jay McCarthy. C'est-à-dire que les pentes ne sont quand même pas très importantes et on n'arrive pas à faire la différence, hein, malgré tout. On arrive à attaquer, on provoque une sélection par l'arrière, mais on n'arrive pas à faire le... C'est ça, on voit même Richie Porte là qui continue l'attaque de George Bennett. Bon, non, il se relève. Il a vu que tout le monde suivait. Et voilà, on sent quand même des coureurs qui ont envie de dynamiter un peu cette course. Un coureur qui reste au chaud, c'est notre champion du monde, c'est Peter Sagan qui lui, pour l'instant, n'a aucun effort à faire, juste à espérer que ça arrive groupé et qu'il n'y ait pas de petits groupes qui arrivent à sortir. Et dans ce cas-là, une autre attaque encore de Valgren de Astana, avec Juan Dennis justement dans la roue.
Et avec un coureur de la formation Quick Step qui est en train de faire l'effort pour revenir. Et on De voit Nice, Lars non, Bak j'ai et l'impression. justement Peter Sagan qui fait l'effort derrière, qui Et ne veut oui, pas laisser sortir. Parce que c'est probablement dans ce groupe maintenant le coureur le plus rapide. Tous les sprinters ont disparu. Alors c'est assez décousu, c'est une vraie course de puncher. On vous rappelle le classement ici, le classement au sommet de la côte de Norton où Gerrans a vu le Richie coureur de Porte, son Quick-Step équipier, revenir à sa C'est hauteur. ça. On a vu le coureur de Quick-Step qui s'est complètement écarté suite au contre de Lars Bak. On sent C'est que c'est dur. Devenine, apparemment, qui est là pour Quick-Step. Il ne doit pas y avoir, je pense, d'autres coureurs de cette équipe dans ce groupe. On sent que c'est dur. On sent que voilà que ça se fait que ça se fait au courage et qu'à tout moment, il peut y avoir un groupe qui sort. Là, on a Richie Porte et George Bennett Richie Porte insiste. qui sont bien sortis. Hein, et d'ailleurs, ils s'y trompent pas. Hein, Peter Sagan qui roule. Hein. Et on sait que Peter Sagan fait les efforts au moment juste. Il sent, Voilà. c'est sa principale qualité, enfin en dehors de sa force évidemment, c'est de sentir les coups dangereux. Et il a Juan Dennis dans la roue. Et alors, un coureur de Bahreïn qui est un peu loin, mais je pense que ça serait, ça pourrait être un des frères Izagir. Ah bah là moi je me risque plus. Hein. Effectivement, ça risque d'être l'un des frères Izagir, mais je Mais ne en tout dirais cas, pas si c'est Gorka c'est pas ou Pozzovivo. Hein. J'ai pas du tout reconnu à l'allure, mais. On voit Simon Clark aussi qui est un peu en chasse-patate entre les deux groupes là. qui fait l'effort pour essayer de revenir. Et regardez Peter Sagan qui est en train de faire l'effort maintenant. Peter Sagan qui porte une attaque. Alors il y a deux coureurs de l'équipe BMC, hein, Juan Dennis et Richie Porte qui vont peut-être essayer de contrôler cette attaque de Peter Sagan. Sagan qui attaque en descente. Ah ça quand même, il s'est accroché dans l'ascension. Et voilà, il prend de la vitesse, il essaye déjà d'éviter le retour de ce groupe qui est en poursuite derrière. Groupe, on vous le rappelle, il est dans très lequel fort, figure hein, il Pierre est très Latour. fort, il insiste. Et même Juan Dennis ne peut pas suivre. Hein. Et Richie Porte a quelques difficultés lui-même à rester dans la roue de son équipier. Donc c'est vraiment une fin très intense. Peter Sagan qui tente de lâcher tout le monde à la pédale dans la descente. Et il attend pas le sprint. Recherche de position aérodynamique. Il attend pas le sprint. Hein. Il fait le choix d'attaquer et de sortir tout seul. Dis donc. Alors que l'on retrouve ici le groupe des poursuivants. J'ai dit qu'il y avait un seul coureur de la formation Quick-Step. Il y en a deux. Qui prend un relais dans le groupe des poursuivants pour essayer de combler le trou. On voit Juan Dennis qui est encore en difficulté pour suivre les trois coureurs intercalés. Ah ça revient. Là on tourne à gauche et maintenant on va être sur une partie descendante jusqu'à l'arrivée. Là on a Juan Dennis, on voit qu'il a déjà été mis en difficulté par Peter Sagan. Là on voit qu'il vient tout juste de raccrocher les roues. Et George Bennett en revanche, Sagan qui s'arrose dans les 2 derniers kilomètres, qui vide son bidon avant de le jeter. Qui vide son bidon. Allez, on va revenir peut-être de l'arrière. On a vu Ulissi qui rentre. On voit McCarthy qui rentre aussi. On a Daryl Impey aussi là qui attaque sur la gauche de la route. Non, finalement il n'y a pas été. Daryl Impey, on vous le rappelle, qui est celui qui est peut-être le plus à même de prendre le maillot de leader à l'issue de cette étape, à moins bien sûr que Peter Sagan s'impose, et là ça peut rebattre les cartes. On se dirige vers un sprint, hein. On se dirige vers un regroupement général et un sprint. Pierre Latour n'est pas présent, hein, dans ce groupe pour l'instant. Richie Porte ici qui insiste. Ouais. Richie Porte avec dans sa roue Luis Leon Sanchez. Sanchez aussi est rapide, hein, au terme d'une étape comme celle-là. On a Diego Ulissi derrière, rapide lui aussi. Peter Sagan. On a McCarthy qui vient se replacer. McCarthy et Sagan, rappelons-le, appartiennent à la même équipe, l'équipe Bora-Hansgrohe. Allez, on est dans le final maintenant. Alors c'est Clark qui insiste. Ouais. Et on a Valgren qui emmène le peloton avec Sagan dans la roue. Sagan, non, c'est Moreno qui est là. Moreno en première position pour l'équipe EF Education. Sagan, il est idéalement placé, hein. Il est dans la roue à Ulissi. On a Daryl Impey, Sagan qui prend la roue. Et c'est Yon Izagir apparemment. Le sprint est lancé, ça y est maintenant. Attention, le sprint avec Peter Sagan qui va peut-être déboîter dans quelques instants. Daryl Impey qui emmène. Daryl Impey toujours en tête. Luis Sanchez à la roue de Peter Sagan. Sagan est imbattable et il s'impose. Peter Sagan remporte sa première étape sur le Tour Down Under. Pour sa deuxième participation, eh bien Peter Sagan cette fois-ci concrétise les espoirs finalement qu'il avait laissé entrevoir lors de sa toute première année professionnelle en 2010. Il n'avait pas réussi à s'imposer lorsqu'il était néo-pro. Cette fois, eh bien, à nouveau dans une course World Tour, il réussit à montrer qu'il peut être le plus fort, en tout cas à l'issue de cette 4e étape très difficile. Sous la canicule,
Peter Sagan s'impose, la deuxième victoire cette semaine, même si la première c'était au terme d'un critérium qui n'est pas une course UCI. Cette fois en tout cas, il a montré qu'il avait tenu le choc dans la montée de Norton pour être capable de régler ses adversaires. Et ça va être un coup double pour Peter Sagan, parce qu'à cette victoire par le jeu des bonifications, des 10 secondes de bonification va lui permettre de prendre la tête au classement général. On sait que le précédent leader, Caleb Ewan, avait été distancé dès le pied de cette ascension. On revoit, vu d'hélicoptère, un sprinter extrêmement rapide. On voit les coureurs qui sprintent assis, ils sont complètement en vélocité. Et voilà, Sagan qui passe Daryl Impey. Daryl Impey devait bien connaître l'arrivée, parce qu'on l'a vu dans le dernier virage à droite, doubler sur la gauche et prendre la tête de la course. Bon, malheureusement, il y a un Peter Sagan qui était très malin et qui l'a vu faire et qui en a bien profité. Et vous avez vu comment Pozzovivo a un peu valsé. J'ai l'impression que quand Peter Sagan passe à ses côtés, Pozzovivo est un peu en perte de vitesse. Sagan, quand il sent la victoire, j'ai envie de dire c'est tout droit, hein. Il réfléchit plus, il y va tel un rapace qui fond sur sa proie. La proie en l'occurrence c'était Daryl Impey qui prend donc la deuxième place. Ça va être serré, hein, au classement général, parce que rappelons que Daryl Impey était lui aussi très bien placé dans ce classement. Bien sûr, ils sont dans le même temps. Luis León Sanchez prend la troisième place, Diego Ulissi quatrième, Jay McCarthy, le coéquipier de Peter Sagan, cinquième. Donc deux hommes de l'équipe Bora, Hans Grohe dans le top 5, Dries Devenhines de l'équipe Quick-Step prend la sixième place et Domenico Pozzovivo vient lui prendre la septième place. Derrière, on retrouve Rui Costa et vous avez peut-être vu, eh bien, Pierre Latour, qui n'était pas présent dans le